Les policiers le surnomment l'homme araignée pour sa faculté à escalader les immeubles. Vjeran Tomić, 49 ans, a été l'un des cambrioleurs les plus atypiques que la France ait connus. 14 condamnations, en réalité certainement beaucoup plus de cambriolage à son actif. D'après mes calculs, entre 200, quelque chose comme ça, à peu près. Vous savez que les policiers vous surnomment l'homme araignée? Ouais, mais ils m'ont jamais pris au flag sur l'escalade. C'est ça qui est marrant. Je pouvais grimper jusqu'à 12 étages, ce qui était le cas. Comme ça, je regardais le vide en bas. C'est dommage qu'à l'époque, il n'y avait pas de caméra qu'on pouvait mettre ici pour filmer ça. Ça aurait été beau à voir, parce que comment je grimpais, c'était beau. Et ça allait vite, quoi. Ça allait vite. Une carrière de délinquant de haut vol qu'il dit ne pas regretter, à l'exception de son dernier coup, pour lequel il s'apprête à comparaître devant le tribunal. Pour le musée, je regrette. C'est pas parce que le jugement arrive que je le dis. C'est tout simplement parce que je voulais pas porter atteinte au patrimoine national comme ça, en dérobant des tableaux d'une aussi grande valeur. Un vol hors norme que Vjeran Tomić a commis en mai 2010. Un casse record dans un musée à Paris. 5 tableaux de maître, dont un Matisse et un Picasso, ont été volés cette nuit au musée d'art moderne. Le butin est estimé à 100 millions d'euros. Cette nuit-là, 5 œuvres majeures de la peinture du début du XXe siècle sont dérobées. Le pigeon au petit pois, Pablo Picasso. Pastoral, Henri Matisse. L'olivier près de l'Estac, Georges Braque. Nature morte au chandelier, Fernand Léger. Et la femme à l'éventail, Amedeo Modigliani. Valeur expertisée à 104 millions d'euros. Pour le monde de l'art, un préjudice en réalité inestimable. Pour la première fois, l'auteur du vol va nous raconter les coulisses de l'affaire. Le casse du siècle. Vjeran Tomić est originaire de Yougoslavie. Il passe son enfance à Mostar, dans cette maison modeste, avec une petite sœur et ses parents. La famille s'installe en France lorsqu'il a 10 ans. Les Tomić s'établissent dans le quartier du cimetière du Père-Lachaise. J'ai habité là, ici, au 3e étage, dans le milieu, ici, là, vers le milieu. À 14 ans, après avoir escaladé le mur du cimetière, il commet son premier vol en pénétrant dans un appartement au 2e étage. J'ai pris le mur, j'ai longé plus de 500 mètres sur le mur, qui fait 5 mètres de haut. J'ai sauté sur 1,5 mètre à peu près. J'ai réussi à accrocher la fenêtre et je suis rentré comme ça par escalade. Et j'ai pénétré des lieux où il n'y avait personne. Tomić vole à sa première victime un briquet de luxe. Il ne va pas en rester là. L'homme araignée escalade des immeubles bourgeois dans les beaux quartiers parisiens. Famille royale orientale, star française du design, anonyme fortuné. Pendant 30 ans, il dérobe des espèces, des bijoux, des tableaux. Mais il se fait souvent arrêter. Vjeran Tomić passe au total 13 années en prison, jusqu'à son plus gros coup. En 2010, il se rend près de la gare de Lyon chez un antiquaire parisien à qui il revend régulièrement des objets volés. Jean-Michel Corvez lui passe une commande, un chef-d'œuvre du maître français Fernand Léger pour un acheteur originaire d'Arabie Saoudite. L'homme araignée se met en chasse. Il visite des galeries d'art et aussi le musée d'art moderne de la ville de Paris. Comme on le voit sur ces images de vidéosurveillance récupérées par les enquêteurs après le vol, Tomić déambule au milieu des visiteurs. Il repère un Fernand Léger. Selon ses confidences, il identifie à ce moment-là des failles dans le système de sécurité. Les détecteurs de mouvement ne fonctionnent pas. Ce tableau sera sa cible. Vjeran Tomić a accepté de revenir sur les lieux. À l'époque, il n'a pas besoin de grimper. Pendant 6 nuits, sans être remarqué, il
décape, puis enlève les vis de cette fenêtre, alors vétuste. Il passe à l'action dans la nuit du 19 au 20 mai 2010. J'ai mis des ventouses professionnelles, des gonflables, c'est très puissant. Et avec l'aide de mon corps, j'ai soulevé la fenêtre, il y avait à peu près 50 kilos, et je l'ai mis sur le côté là, tac. Il est 3h35 du matin. L'homme araignée pénètre dans le musée. Aucune alarme ne se déclenche. Ce n'est pas l'heure de la ronde. Les gardiens ne regardent pas les écrans de vidéosurveillance qui pourtant filment le voleur. Sur les images, on voit Tomic avec un tableau sous le bras. Il a d'abord dérobé le Fernand Léger, mais il décide de continuer sur sa lancée. Il décroche un Modigliani et encore 3 autres tableaux. Je les ai choisis par rapport à mon goût à moi. Ouais. Le Matisse, il me plaisait énormément. Le gamin qui joue à la flûte et les femmes qui dansent. Ça faisait un peu bohémien. Et là d'où je venais, de Mostar, c'est un peu tout comme, quoi. Et j'aime bien aussi le braque, le paysage. J'ai pris le Picasso parce que c'est un Picasso. Finalement, le cubisme, j'y connais pas trop. Mais comme c'était Picasso et qu'il était à côté d'eux, lui, je l'ai pris par surprise. Ouais, donc, voilà. Donc, c'était pas l'objectif non plus de prendre le Picasso, mais finalement, il faisait pas partie de la commande et je l'ai pris quand même. Vous auriez pu, cette nuit-là, en prendre plus que 5 ? Plus, largement. J'aurais pu en prendre une trentaine, remplir mon voyageur, là, Renault, et partir avec sans problème. Sans problème. 16 minutes après être entré dans le musée, Tomic repart avec les 5 chefs-d'œuvre. Il rejoint sa voiture garée en contrebas et prend la fuite. Direction, ce parking souterrain près de la place de la Bastille. Il y retrouve son commanditaire, Jean-Michel Corvez, à qui il remet les 5 tableaux. Corvez donne à Tomic 40 000 € pour le Fernand Léger commandé et lui promet 50 000 € supplémentaires pour chacune des 4 autres toiles. Le matin, en découvrant les faits, les enquêteurs sont stupéfaits par la facilité avec laquelle le voleur a pu agir. Il a juste laissé derrière lui les cadres des tableaux. Aucun autre indice. Comme pour des grands criminels ou des personnes disparues, Interpol diffuse à toutes les polices du monde les photos des chefs-d'œuvre. Sans succès. L'enquête rebondit 1 an plus tard. Dans le cadre d'une autre affaire de cambriolage, les policiers surveillent Tomic. Notamment lorsqu'il se rend à la boutique d'antiquités de Jean-Michel Corvez, son receleur attitré. Toujours pour cette autre affaire, les 2 hommes sont placés en garde à vue à la brigade de répression du banditisme. Alors qu'il n'est pas interrogé sur le casse du siècle, Tomic va de lui-même reconnaître le vol du musée d'art moderne. Selon son avocat, Tomic aurait avoué car il n'aurait pas été payé par Corvez pour les 4 tableaux supplémentaires dérobés au musée. Il y a ce déclic d'avoir été lui-même, si je puis dire, floué. Le voleur se fait un peu voler par son receleur. Et puis aussi, il faut quand même le dire, peut-être ce déclic de dire, eh bien finalement, qu'ai-je fait ? Je me rends compte de l'immensité, si je puis dire, de ce vol, et je me dis, je veux que les toiles reviennent dans le circuit et que vous, eh bien, monde de la justice, vous remettiez les mains sur ces toiles et qu'elles puissent revenir dans ce musée. Tomic est incarcéré, tout comme Jean-Michel Corvez, qui passe à table à son tour 3 mois plus tard. Il indique avoir confié les toiles à un proche pour qu'il les cache. Jonathan Byrne, un expert en montres alors âgé de 33 ans, marié, père de famille, jamais condamné. Les policiers l'interpellent et perquisitionnent son atelier d'horlogerie. Mais il est trop tard, les tableaux ne sont plus là. Byrne reconnaît avoir eu les chefs-d'œuvre en main, mais explique les avoir jetés dans la poubelle de son immeuble,
quelques jours après l'arrestation de Corvez. Selon l'avocate de Jonathan Byrne, l'horloger aurait ce jour-là été pris de panique. Je pense que mon client se trouve dans une situation où il n'y a plus de solution. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, se met en place chez lui, je pense, une véritable angoisse, un vrai coup de folie qui fait qu'il va commettre ce geste, j'allais dire stupide, insensé, qui est de se séparer, de jeter les œuvres. Voilà. C'est une histoire qui vous paraît incroyable et pourtant c'est la vérité. L'expert en montre est à son tour mis en examen pour association de malfaiteurs et recel, puis placé en détention. Les enquêteurs entendent les éboueurs de sa rue, se déplacent jusqu'à l'incinérateur où les poubelles de son immeuble sont amenées. Impossible de savoir si les toiles ont bel et bien été jetées par Byrne, et donc ensuite brûlées. Ces 5 chefs-d'œuvre des plus grands maîtres ont-ils vraiment disparu à jamais? L'avocat du musée, lui, pense que l'horloger ment, quitte à risquer plus de prison. C'est un sacrifice qu'on fait sur un certain court terme, mais à la fin des fins, il y a une espèce de magot extraordinaire qui est planqué quelque part, et on sera rétribué et gratifié de l'attitude qu'on a eue, qui a consisté à rester parfaitement taiseux et taisant sur là où sont les tableaux, qui sont les commanditaires et qui sont les donneurs d'ordre. Le procès s'est tenu il y a 3 semaines à Paris. 7 ans après le vol, les 3 suspects ne sont plus en détention provisoire. Vjeran Tomić affronte la justice pour la 15e fois de sa carrière de cambrioleur. Jean-Michel Corvez affirme que son acheteur saoudien, qu'il ne désigne pas, n'a jamais récupéré le Fernand Léger. Quant à Jonathan Byrne, censé être le dernier à avoir eu les tableaux en main, il sera au cœur de l'audience. Monsieur Byrne, elles sont vraiment détruites, les toiles, ou pas? Monsieur Byrne, les toiles, elles sont détruites ou pas? Est-ce que vous les avez vraiment détruites? À la barre, l'horloger répète que les toiles ont été mises à la poubelle. Les réquisitions du procureur sont lourdes. 7 ans contre Byrne, 8 contre Corvez et 10 contre Tomić. L'homme araignée espère échapper à une si longue détention. Il affirme ne plus vivre de cambriolage, mais pour la première fois de son existence d'un vrai travail, chauffeur-livreur. Ça fait 7 ans que je cambriole. Je fais plus rien. Comment on peut vous croire? Je lève mes mains et je peux jurer sur ce que vous voulez. Voilà. Donc, je suis sincère. J'ai même pas volé, allez, on va dire un bonbon. Le tribunal doit rendre son jugement demain. C'est une femme à la fois forte et brisée. Françoise Malguir, 62 ans, vit désormais seule dans les jardins de Saint-Adrien. Un petit paradis de verdure, devenu une scène de crime, il y a 4 ans. Alors Françoise a été victime ici même d'un violent cambriolage, homejacking, qui aurait été orchestré par son propre mari. Ça brise une famille, ça casse un couple, ça casse également nos enfants. Traverser ce qu'ils sont en train de traverser depuis 4 ans, c'est très compliqué et c'est quelque chose que dans notre vie, on ne pourra jamais enlever et on ne pourra plus jamais être comme on était avant. Dès qu'il commence à faire sombre, je ferme toute ma maison à clé et je mets l'alarme. Et je ne sors plus, je ne fais rien le soir, j'ai très peur. Retour sur une étrange affaire dans laquelle son mari, Daniel Malguir, aurait commandité son propre cambriolage pour la faire fuir du domicile conjugal. Jeudi 5 octobre 2017, aux alentours de 20h, dans la propriété des Malguir,
le couple vient de finir de dîner. Le chien aboie, Daniel sort, Françoise le rejoint. Tour à tour, ils sont violemment agressés par 2 hommes cagoulés. Frappé à de multiples reprises, Daniel Malguir tue l'un des intrus avec son fusil de chasse, puis tire sur le second qui prend la fuite. Placé en garde à vue, Daniel Malguir affirme qu'il a agi en situation de légitime défense. Il est mis en examen pour meurtre, mais laissé libre, dans ce qui semble n'être alors qu'une affaire de cambriolage qui a mal tourné. Interview Daniel. Voilà, je m'appelle Daniel Malguir, mon épouse Françoise. Quelques jours plus tard, filmé par un ami, il livre sa version. Je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé, réellement. Selon lui, les cambrioleurs le séquestrent avec son épouse Françoise dans la maison. Ils exigent qu'elle les mène à son coffre et redoublent de violence envers elle. Le gars, un des deux, se lançait comme ça, en me tenant comme ça, il se lançait avec la tête pour essayer de lui donner des coups de tête, pour lui faire exploser la tête tout simplement. Hein. Et là, Daniel prétend qu'il a alors voulu tendre un piège aux malfaiteurs en les entraînant à l'étage, où il cache ses économies et son fusil. Je me retourne, je vois que Françoise est derrière moi avec le gars en joue. Je suis rentré dans la chambre, j'ai pris mon fusil, je me suis retourné. La chambre était dans le noir, on avait tiré les rideaux. Je me suis reculé, j'ai vu le gars qui était dans l'ombre de la porte là. Et pour moi, il tenait le revolver, il tenait Françoise en joue. J'ai tiré. Je ne pouvais pas faire autrement. Et c'était lui ou c'était nous. Le cambrioleur meurt sur le coup. L'autre prend la fuite. À l'époque, personne ne met en doute la parole de Daniel Malguir, une personnalité bien connue de la région. Daniel Malguir, fils de viticulteur, a grandi dans ses vignes près de Béziers. À 18 ans, il part vivre en Belgique, où il rencontre sa femme Françoise. Ensemble, ils ont 2 enfants. Ils font fortune dans une entreprise de meubles. Et en 1988, Daniel Malguir revient sur ses terres natales. La famille s'installe pendant 7 ans dans ce mobil-home, sur le terrain que Daniel Malguir vient d'acquérir. Un rêve de gosse. D'anciennes carrières romaines où il jouait quand il était enfant. Où elle sera la maison? Normalement, la maison sera là. Là? En bas? Daniel et Françoise transforment le lieu en un paradis végétal. 4 hectares de plantations ouverts au public. En 2013, les jardins de Saint-Adrien sont élus jardins préférés des Français dans l'émission de Stéphane Bern. Passionnés de chevaux, Daniel et Françoise y produisent de nombreux spectacles équestres. Avec 50 000 entrées payantes par an, le domaine rapporte plusieurs centaines de milliers d'euros au couple. Une success story qui prend fin le 5 octobre 2017, le soir du cambriolage meurtrier. 12 jours après les faits, les gendarmes retrouvent la piste du 2e cambrioleur, celui qui a pris la fuite. Il s'appelle Richard Bruno. Il a 53 ans. Il est interpellé ici, chez lui, à Perpignan. Placé en garde à vue, il fait de fracassantes révélations. Il explique qu'à la demande de son ami David Wiers, le malfrat abattu, il aurait accepté de participer à un simulacre de cambriolage. David m'a expliqué. Il faut aller serrer des gens, mais le propriétaire est en combine avec moi. C'est un truc arrangé. Il veut prendre l'argent de sa femme. Il nous donnerait 100 000 euros à chacun. Richard Bruno a donné des précisions à son avocat, Gaspard Cuénan. Lui, dès le départ, il arrive sur place parce qu'on lui a dit que le jardinier est de Mèche. On lui présente ça comme étant quelque chose de simple, de rapide, de lucratif, tout est prévu et tout est réglé déjà à avance avec le propriétaire. Sa femme aurait de l'argent dans un coffre
Et Daniel Malguir n'a pas forcément accès au coffre de sa femme, donc il faut lui faire ouvrir en étant cagoulé, ganté, habillé en noir, brusque dans le propos, pour que Madame Malguir ouvre le coffre, qu'il puisse s'emparer de l'argent. Mais la résistance inattendue de Françoise Malguir aurait fait déraper le plan. Je me disais, de toute façon, ils n'auront rien. J'irai pas là où ils veulent, je donnerai rien, et ils n'auront rien. Ils me tuent, ils n'auront rien. Et au bout d'un moment, la situation, c'est une impasse. On a sa femme qui était décrite aux deux malfaiteurs comme une femme handicapée qui allait accepter immédiatement, qui n'accepte pas, et qui reproche d'ailleurs à son mari d'insister pour qu'elle ouvre son coffre. La situation, elle est bloquée. Comme elle est bloquée, qu'est-ce qui se passe? David Viers serait monté à l'étage avec Daniel Malguir pour dire « Bon, maintenant on fait quoi? On va être payé comment ?» Et c'est à ce moment-là que le coup de feu serait intervenu. Selon l'accusation, Daniel Malguir aurait tué son complice et tenté d'abattre le deuxième par peur que ces deux hommes ne le fassent chanter. Il est incarcéré, tout comme un certain Richard Liop, un proche du couple, qui aurait servi d'intermédiaire entre Daniel Malguir et les cambrioleurs. Mais pourquoi Daniel Malguir aurait-il organisé son propre cambriolage ? L'explication se trouve peut-être dans les difficultés que le couple traverse. La crise conjugale remonte à quelques mois, alors que Françoise Malguir vient d'être victime d'un grave accident de cheval. J'ai un accident et pendant que je suis dans le coma pendant 12 jours, 4 mois et demi avant le cambriolage, eh bien, ma vie tourne sans que je le sache puisque mon mari tombe amoureux de la personne qui travaillait au jardin, qui faisait les visites commentées avec les visiteurs et qui travaillait et qui était payée par nous. J'étais, entre parenthèses, quelque part un peu sa patronne. Eh bien, c'est la maîtresse de mon mari. Il m'a demandé qu'on divorce, donc on devait divorcer. Après mon accident, oui, on devait divorcer pour qu'il vive avec elle. Voilà. Le couple se déchire alors pour l'argent. Françoise et Daniel ont pris pour habitude de cacher une partie de la recette des jardins dans la propriété, sans rien dire à l'autre. Plusieurs centaines de milliers d'euros qu'ils dissimulent dans ces bocaux, retrouvés par les enquêteurs. Sentant la séparation approcher, chacun aurait lorgné sur les économies de l'autre, comme a pu le constater Maître Abrakevitch, un des avocats du dossier. J'ai été assez sidéré, moi, par cet argent, ce fric qui pue dans ce dossier, qui est omniprésent. Il y en a partout, dans les radiateurs, dans la terre, partout. Il y a du fric partout. C'est dans ce creuset que s'est forgé ce mobile machiavélique. Selon les enquêteurs, Daniel Malguir n'aurait pas supporté l'idée de partager ses jardins, son rêve d'enfance, avec sa future ex-épouse. Il aurait donc cherché à effrayer Françoise en organisant ce violent homejacking pour qu'elle parte. Une reconstitution est organisée en août 2018 en présence de Daniel, de Françoise et du cambrioleur survivant, ici en bleu. Elle permet de mettre en lumière les mensonges de Daniel Malguir. Contrairement à ce qu'il a toujours déclaré, Françoise n'était pas à l'étage avec lui au moment où il a tiré sur le malfrat. Elle était au rez-de-chaussée, tenue en joue par le cambrioleur survivant. Autre question qui taraude Françoise, le soir des faits, le chien aboie au début et puis elle ne l'entend plus. Il n'y a qu'une personne qui aurait pu le mettre dans un endroit où il ne peut pas continuer à aboyer, où il ne peut pas attaquer. Il n'y a qu'une personne, oui, c'est mon mari. Françoise s'interroge également sur l'attitude de son mari quelques minutes seulement avant l'arrivée des cambrioleurs. Voilà, là on est au paddock, avec la carrière dans laquelle on montait les chevaux. C'est là qu'à 19h, leur fils Olivier prend son cours d'équitation. Mon mari, il était ici. Et c'est vrai que bon, ça ne l'intéressait pas tellement qu'on monte à cheval, mais on pensait qu'il allait regarder son fils monter. Et non, il regardait toujours l'autre côté. Et les voyous, ils sont arrivés par là, par le champ. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a des questions à se poser. Malgré ces éléments à charge et un possible mobile, en prison, Daniel Malguir ne cesse de clamer son innocence. Après un an de détention provisoire, il est libéré.
Ouais. Je l'attendais depuis Toutes les voitures. longtemps. Nous avions pu le rencontrer lors de sa première soirée de liberté, en compagnie de sa fille Aurélie. Pour Daniel Malgouir, le mobile financier ne tient pas. Il souligne qu'il s'était entendu avec sa femme un mois avant le cambriolage sur le partage de leur propriété, estimée à 4 millions d'euros. Je lui donnais la moitié, tout, la moitié. Pourquoi vous voulez que j'aille m'acoquiner avec des piniquelés? Quel intérêt de me faire taper dessus? Et s'il était le commanditaire, pourquoi serait-il resté sur place? Pourquoi je vais rester? Tellement de dire deux voyous, je leur dis, écoutez, vous allez, vous tapez sur ma femme, vous lui prenez ses économies, moi j'arrive d'une réunion de tourisme, frais comme un gardon, et puis après il voit les gendarmes et tout, qu'est-ce qui se passe? J'ai un alibi béton. Ça, il faut le fêter. Ce soir-là, on trinque. Daniel, à toi le bonheur. Il n'est peut-être pas très frais. Mais la joie sera de courte durée. Dès le lendemain, Daniel Malgouir est réincarcéré pour avoir violé son contrôle judiciaire. Depuis, il dénonce un acharnement de la justice, avec l'appui de son clan. Là, c'était une belle photo. On était tous réunis. Notamment celui de sa sœur cadette Magali. C'est quelqu'un qui est droit, honnête, donc je le vois pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'avez aucun doute? En 4 ans, vous n'avez Ah jamais non, eu non, doute. jamais. Il n'y a aucun mobile qui tienne. Ils allaient certes se séparer, mais bon, ils étaient allés voir le notaire pour régler ces choses-là et ils allaient trouver un terrain d'entente. Il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Pour les proches de Daniel, il n'y a pas de mobile et il y a un autre coupable désigné. Richard Liop, 56 ans, celui qui aurait joué le rôle d'intermédiaire avec les cambrioleurs. Ici photographié, quelques jours seulement après le homejacking pour l'anniversaire de Françoise. Ce proche du couple Malgouir organise tous les spectacles équestres au jardin. Et je dois dire aussi que j'ai choisi une musique pour Richard, qui est un ami commun très intime. Grâce à lui, Françoise reprend l'équitation et il devient son professeur. Très bien. Sur cette vidéo, on l'entend lui donner des conseils. Et tu viens vers moi, là tu l'arrêtes. Tu fais joli arrêt, là. Oh. Le jour du cambriolage, Richard Liop est le dernier à quitter les jardins vers 19h30 après avoir donné le cours d'équitation à Olivier, le fils de Françoise et Daniel. L'enquête a permis d'établir qu'il aurait ensuite rôdé aux alentours de la propriété jusqu'à l'arrivée des cambrioleurs. Et selon Aurélie, la fille du couple Malgouir, les circonstances d'un précédent cambriolage accréditeraient l'hypothèse que Richard Liop est le seul commanditaire du homejacking. Il y a 1 an, pratiquement jour pour jour, quand mes parents se sont fait cambrioler chez eux, alors qu'ils n'étaient pas au domicile, mes parents mangeaient chez Richard. Je fais le rapprochement et je me dis, cette personne, moi, je ne la sens pas, c'est un manipulateur. Alors moi, je pense que c'est Richard Liop qui a tout organisé. Par ailleurs, le jour des faits, Richard Liop a déjeuné dans ce restaurant avec les 2 cambrioleurs. Mis en examen et incarcéré, il a reconnu avoir recruté les malfrats, mais à la demande de son ami Daniel. Pour Jean-Claude Darrigade, l'avocat de Daniel Malgouir, il s'agit d'une stratégie. Le fait qu'il désigne Daniel Malgouir comme commanditaire n'est qu'une posture de défense pour minorer sa responsabilité. Lui, il a un mobile évident et il est farci de dettes, il n'a jamais rien remboursé. Il est au cœur du drame, il est l'intime d'Olivier, il est l'intime de Françoise, il est l'intime de Daniel. Il glane des renseignements partout, il remonte les uns contre les autres, il se sert, il manipule. Et à la fin, c'est lui qui, concrètement, recrute. Selon la défense, un autre élément innocent Daniel Malgouir. Une semaine avant le cambriolage, la police judiciaire surveille une équipe de gangsters grenoblois, soupçonnés pour une toute autre affaire. Et lors de leur filature, les policiers les photographient ici, dans les jardins.
Arrêtés, les Grenoblois expliquent. Ils étaient bien en repérage, à la demande d'un certain Richard Liop. Qui vont venir dire, oui, on nous a proposé ce coup, mais on ne nous a jamais dit que ce coup serait fait avec la complicité du propriétaire. Au contraire, on leur a dit, c'est un coup facile, les propriétaires sont âgés, le monsieur va partir avec sa maîtresse et il faut faire le coup assez vite avant que les économies de cet homme ne disparaissent. L'avocate de Richard Liop n'a pas souhaité s'exprimer. Après 4 ans d'enquête, aucune preuve formelle de la culpabilité de Daniel Malguir n'a été mise au jour. Le procès devra déterminer si Daniel Malguir est le commanditaire et Richard Liop son homme de main, ou si le cavalier a agi seul pour son propre compte. C'est mon mari depuis 40 ans et j'ai du mal à accepter qu'il soit à l'origine de ce cambriolage. Et alors il y a une partie du cerveau qui dit « Françoise, il y a trop de choses qui disent que oui, il est là derrière. » Et l'autre partie dit « Françoise, c'est pas possible, c'est ton mari, il peut pas t'avoir fait ça. T'as rien fait, il peut pas t'avoir fait ça. » Quand on est en couple depuis si longtemps, on a du mal à comprendre jusqu'où un homme peut aller pour avoir sa liberté. Ça, je ne le comprends pas. Le procès débute demain pour 3 semaines. Daniel Malguir et Richard Liop, tous les deux présumés innocents, risquent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Au petit matin lundi dernier, les policiers de la brigade de répression du banditisme amènent un à un 17 suspects qu'ils viennent d'interpeller. Ils sont soupçonnés d'avoir pris part au vol le plus important commis contre un particulier ces 10 dernières années. Dans ces sacs, de l'argent et des armes découverts en perquisition. La plupart de ces hommes est fichée au grand banditisme, où ils ont leur surnom. Il y a Omar le Vieux, qui serait le cerveau du braquage, son bras droit yeux bleus, un spécialiste de la revente des bijoux volés, nez râpé, ou encore un jeune chauffeur de célébrité, jusqu'alors inconnu de la justice. Un attelage pittoresque, soupçonné d'avoir volé près de 9 millions d'euros de bijoux à une star mondiale, Kim Kardashian, 36 ans. Ni actrice, ni chanteuse, juste la vedette d'une émission de télé-réalité américaine qui filme la vie de sa famille. Elle est mariée à une autre star mondiale, le rappeur Kanye West. Leur vie privée est totalement publique. Elle l'expose dans les moindres détails sur les réseaux sociaux, suivie par plus de 90 millions d'abonnés, informés de ses moindres faits et gestes. Je me suis coiffée et maquillée toute seule. Un rare moment de fierté. La starlette est multimillionnaire. Le 28 septembre dernier, elle arrive en famille à Paris pour la Fashion Week. Elle séjourne dans une suite du No Adresse, un hôtel de luxe ultra discret au cœur de la capitale, à près de 10 000 € la nuit. Pendant 4 jours, Kim Kardashian écume les défilés. Elle n'est pas sur les podiums, mais elle semble plus attirer l'attention que les mannequins. La nuit du dimanche 2 octobre, Kim Kardashian est seule dans sa suite. Son mari Kanye West est reparti aux États-Unis. Son garde du corps personnel escorte sa sœur dans une discothèque parisienne. À 2h30 du matin, des hommes armés, habillés en policiers, pénètrent dans sa chambre. La starlette est ligotée, contrainte de donner ses bijoux, dont cette bague offerte par son mari, un diamant de 20 carats estimé à 4 millions d'euros. 30 minutes plus tard,
Les voleurs repartent avec un butin d'environ 9 millions d'euros. La starlette prévient les secours ainsi que Kanye West, qui interrompt brutalement le concert qu'il donne à New York. I'm sorry, there's a family emergency. I have to stop the show. Les policiers interrogent Kim Kardashian, ainsi que l'unique témoin du braquage, le veilleur de nuit de l'hôtel, dans lequel la star était censée être en sécurité. Selon l'avocat de ce dernier, l'homme a vu cette nuit-là 5 faux policiers, tous armés. Il ouvre parce qu'il y a l'effet de surprise qui joue et qui voit des policiers. Ces policiers le mettent en joue et lui posent un certain nombre de questions sur les occupants de l'immeuble, suite à quoi il essaye de ruser pour ne pas vraiment répondre. Et puis lorsque la menace se fait extrêmement pressante, eh bien, il finira par dire et donner des informations et emmener les personnes dans les appartements privés. La police technique et scientifique va faire une autre découverte capitale. Une trace ADN prélevée sur les liens ayant servi à entraver Kim Kardashian. Un peu plus de 15 jours après les faits, le fichier des empreintes génétiques livre un nom. Omar Haït Kedash, Omar le Vieux, un sexagénaire fiché au grand banditisme, déjà condamné pour braquage et trafic de stupéfiants. Les enquêteurs analysent la géolocalisation de son téléphone depuis le braquage et découvrent que quelques jours après le vol, Omar le Vieux est allé à Anvers, en Belgique, la capitale du diamant, où transite près de 80% de la production mondiale. Il n'y était pas seul. Accompagné de Marceau Baumgartner, surnommé Nez Râpé, lui aussi fiché au grand banditisme, un spécialiste de la revente des bijoux volés. Il a 64 ans, surveillé à de nombreuses reprises dans le passé par des policiers. Nez Râpé aurait ensuite effectué 7 autres voyages à Anvers. Il y aurait revendu les bijoux de Kim Kardashian. Jour et nuit, pendant 3 mois, les policiers multiplient les surveillances. Omar le Vieux et Nez Râpé sont observés au contact d'autres habitués des braquages, notamment dans un bar du 12e arrondissement parisien. Parmi eux, 3 papis braqueurs sont soupçonnés d'avoir participé à l'agression de la star. Pierre Bouyaner, le doyen, 72 ans. François Delaporte, le plus jeune, 54 ans. Et Didier Dubreuc, 61 ans, surnommé Yeux Bleus, connu pour une affaire particulièrement rocambolesque. Il a été mêlé aux côtés d'un prince saoudien en 1999 à un trafic international de... Cet ensemble-là fait 50 kilos. Dans cette affaire, Yeux Bleus écope de 8 ans et demi de prison. Lundi dernier, Omar le Vieux, Nez Râpé et plusieurs de leurs complices présumés sont placés en garde à vue à la brigade de répression du banditisme. Certains reconnaissent leur participation au vol. C'est le cas du cerveau présumé, Omar le Vieux, celui qui aurait recruté toute l'équipe. Pour son avocat, il n'aurait pas résisté à la tentation d'un coup facile et selon lui presque sans conséquence. Quand ça tombe dans l'œil d'un marginal, qui est en difficulté de vie, qui peut voir sa vie définitivement s'améliorer grâce à cela, qui en plus va se dire, c'est son cas, va se dire, attendez, je lui vole ses bijoux, mais ils sont assurés ces bijoux. C'est la compagnie d'assurance que je vole. C'est quand même moins grave, si vous voulez, de voler une compagnie d'assurance ou une banque que d'arracher le sac d'une vieille dame qui est allée chercher à la banque ses 300 € pour finir son mois. Donc eux n'ont pas l'impression, si vous voulez, qu'il pouvait y avoir un préjudice considérable. Il m'a même dit avec un petit sourire que on lui a pas fait beaucoup de mal, le maître, il a un peu exagéré les choses. Reste une question. Les braqueurs ont-ils été renseignés sur les déplacements de Kim Kardashian? Et si oui, par qui? Parmi les 17 gardés à vue, 2 frères qui connaissent l'héroïne de télé-réalité. Michael, 40 ans, et Gary, 27 ans. Michael est le co-directeur d'une société VIP qui assure depuis des années la logistique de la starlette. Pendant la Fashion Week, il lui a servi de chauffeur dans tous ses déplacements.
Selon son avocate, il n'aurait eu aucun intérêt à trahir sa cliente. Cette relation de confiance, elle n'est pas évidente. Elle se construit au fil des années. C'est un véritable travail de fond dans lequel Michael Madar et son associé ont investi des années de travail, des années d'énergie. Tout ça pour voler une bague. Alors certes, elle vaut quelques millions d'euros, mais ce n'est certainement pas l'intérêt de mon client à un moment donné d'aller effectivement se tirer une balle dans le pied pour tuer sa société. Le chef d'entreprise est relâché après 48 heures de garde à vue, totalement innocenté. Contrairement à Gary. Ce dernier a parfois accueilli Kim Kardashian à l'aéroport pour le compte de son frère, comme on le voit sur cette photo prise il y a 3 ans. Les enquêteurs ont découvert que le soir des faits, les heures précédant le braquage, Gary se trouvait dans ce bar, dont le gérant est un proche des braqueurs présumés. Il serait lui aussi dans le coup. 140 000 € en liquide ont été retrouvés chez lui. En plus, selon les policiers, Gary se serait montré très insistant auprès de son frère pour connaître les déplacements de Kim. Selon son avocat, la présence de Gary dans le bar est une coïncidence. Quant au contact avec son frère qui conduisait la star, il ne prouve rien. Effectivement, quand on regarde les échanges sur les soirées qui précèdent entre les deux frères, on constate qu'il y a des informations. Ah ben là, on est dans telle boîte de nuit, on fait ça, etc. Bon, oui, ça c'est vrai. Mais le soir des faits, mon client n'a aucune information à communiquer à quiconque. Il ne donne aucun top départ à qui que ce soit. En fin de semaine, Gary a été mis en examen pour complicité, mais laissé en liberté. Les papis braqueurs, eux, ont tous été incarcérés. 10 personnes au total sont poursuivies. Kim Kardashian, traumatisée par sa séquestration, est restée silencieuse sur les réseaux sociaux pendant 3 mois. Mais depuis une semaine, la vie de la starlette semble avoir retrouvé son cours normal. Elle a tourné la 13e saison de son émission de télé-réalité. Diffusion en mars. Pas sûr que la starlette ait récupéré ses bijoux d'ici là, ni même qu'elle les revoie un jour. Justine Jotam, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Merci beaucoup d'être invité à la 12e nuit du livre, mais aussi sur notre web TV. La semaine dernière encore, voilà à quoi ressemblait la vie de Justine Jotam, professeure et écrivaine. Si tu avais le choix en 1 minute de parler de toi ou de tes livres. Oui. Alors, je suis une grande rêveuse, un petit peu maladroite, pas forcément à l'aise, par exemple, avec les choses très carrées, l'administratif. Je fais faire mes papiers par mon compagnon. J'ai beaucoup de mal avec les choses parfois. Des interviews, des dédicaces dans les salons littéraires, un dernier livre sorti en librairie ce vendredi. L'autrice de romans jeunesse vient pourtant d'avouer le meurtre de son compagnon. Patrice Charlemagne, le père de sa fille de 20 mois. À Dunkerque, le couple était connu pour son engagement dans la vie culturelle, associative et politique. Madame Justine Jotam. Justine Jotam est conseillère municipale. À 37 ans, elle est aussi créatrice du Festival local de littérature jeunesse, docteur et maître de conférences en littérature. Justine Jotam à Dunkerque, tout le monde la connaît. À chaque fois qu'elle faisait quelque chose, il y avait du monde. J'ai une petite fille qui lit ses bouquins et qui les dévore, qui les adore. Patrice Charlemagne, 51 ans, était professeur agrégé d'allemand et de néerlandais, chef de département dans la même université que sa compagne. J'ai pu assister à certaines de ses conférences sur l'économie ou l'histoire allemande, par exemple. Et c'était effectivement une grosse tête, quoi, une belle pointure, quoi, voilà, on va dire.
Une vie d'érudition, bien remplie et bien rangée, jusqu'au week-end dernier. Dans la nuit de dimanche à lundi, à 4h10 du matin, Justine Jotam appelle la police. Elle vient de sortir de sa maison et raconte avoir été cambriolée. Des voleurs auraient réveillé le couple en s'introduisant dans la chambre conjugale. Justine Jotam dit avoir réussi à fuir en emportant son bébé. À l'arrivée des policiers, l'écrivaine est dehors, sa fille dans les bras. Le corps de son compagnon, lui, gît dans la chambre. Il a été poignardé. À quelques mètres de la maison, les enquêteurs retrouvent 2 couteaux ensanglantés, une paire de gants, une lampe torche et un ordinateur. Rien ne manque dans la maison. Le scénario du cambriolage fatal interroge. Jusqu'à Jacqueline, une amie de Justine, rencontrée au club de lecture. J'ai appris la nouvelle par un coup de téléphone lundi matin. On m'a averti que Patrice était décédé et qu'ils avaient été cambriolés. J'ai réagi bizarrement parce que quand on m'a expliqué comment elle avait fait pour s'échapper, ça m'a vraiment interpellée. Et j'y ai pas cru du tout. Mais j'étais très inquiète parce que je me demandais ce qui s'était passé. Voilà. Très vite, les enquêteurs relèvent des incohérences sur la scène de crime et des contradictions dans la version de Justine Jotam. Au centre de leurs soupçons, une coupure sur sa main gauche qui correspond exactement à l'entaille présente sur un des gants retrouvés. Mercredi, 2 jours après le drame, Justine Jotam est placée en garde à vue dans ce commissariat. Dans la nuit, elle avoue avoir inventé le cambriolage et tué son compagnon. Le juge décide de son placement en détention provisoire. Son avocate se contente d'une brève déclaration devant les médias. Ma cliente est effondrée à l'heure actuelle. Elle a coopéré avec les services de police pendant sa garde à vue et qu'elle continuera à coopérer avec le juge d'instruction. Et pour l'instant, je suis soumise au secret puisque une instruction a été ouverte. A-t-elle parlé de sa petite fille? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est sa lumière. C'est sa lumière, sa petite fille. Quelques minutes plus tard, la procureure de la République de Dunkerque, Charlotte Huette, précise. Elle s'est expliquée et a reconnu avoir porté des coups de couteau à son mari. La qualification d'assassinat a été retenue par le parquet, c'est-à-dire le meurtre avec préméditation. Vous devinez que pour elle, c'est une source d'intérêt et de prise de preuve. De Dunkerque et Charlotte. C'est encore plus grave qu'on pouvait le penser, puisque on pouvait très bien penser à, disons, une espèce de folie ou de colère immédiate. Or là, manifestement, c'est prémédité. Donc quelque part, c'est beaucoup plus inquiétant pour elle, en fin de compte. Patrick Fabre. Voilà, je dois avoir quelques photos. Était ami avec Patrice Charlemagne depuis 25 ans. Aujourd'hui retraité, il était lui aussi professeur à l'université. Là, c'est Patrice, et là, c'est Patrick, c'est-à-dire moi-même. Voilà, alors avec les tenues qui correspondent, vous voyez, le professeur bien installé, cravate et tout, et lui, le jeune, dynamique avec le pull. En 2016, Patrice rencontre Justine. Tous deux sortent d'une première union, sans enfant. Elle est universitaire comme lui, et à ses heures perdues, collabore dans la presse locale. Elle avait publié donc un article, une interview de Patrice, je crois, en 2014, je crois. On avait beaucoup apprécié sa rencontre avec Justine, parce qu'on avait affaire à 2 personnes du même esprit très brillant,
très actifs, et on s'était dit, mais ils sont faits l'un pour l'autre. Les deux professeurs s'installent dans cette maison avec un grand jardin. Patrice se découvre une passion pour le potager. Il compose des musiques au Conservatoire de Dunkerque. Tous les enfants est axé à la lecture. Justine, elle, intervient dans des ateliers de lecture et continue la promotion de ses livres. Je trouve que les dessins sont parfaits, notamment cette couverture. Début 2022, un heureux événement vient parfaire ce bonheur apparent. Dis donc, qu'est-ce qu'on s'est écrit? Jacqueline Gaban, l'amie du club de lecture, en est encore émue. Voilà Justine. Justine et son bébé. Et puis Patrice aussi. Vous voyez, c'était ça la famille. C'était la famille heureuse. C'était rayonnant tout ça. C'était le bonheur. Un bébé qui arrive, un bébé hyper désiré, un bébé... Je ne comprends pas. Si vraiment quelqu'un peut expliquer, on lit ça dans les romans, mais on a du mal à se dire que dans la réalité, ça peut exister. Qu'est-il arrivé depuis ce bonheur affiché? Qu'a-t-il pu se passer dans la tête de Justine Jotam? Selon nos informations, elle aurait tué son compagnon de 3 coups de couteau alors qu'il était endormi. En fouillant le huis clos de la petite famille, les enquêteurs ont découvert des SMS, de vives tensions au sein du couple. Patrice Charlemagne aurait-il été un compagnon violent? Marissa Piras est son ex-compagne. Cette infirmière psychiatrique a vécu 6 ans à ses côtés. Vous pensez que lui, il aurait pu battre sa femme? Alors là, non. Je suis formelle, c'est impossible. Impossible parce que même devant un film de violence, il pouvait avoir les larmes, quoi. C'est quelqu'un qui allait fuir les problèmes. Combien de fois je lui disais, Patrice, il y a un problème, on va en parler. Mais non, il préférait fuir le problème. Il n'aimait pas les problèmes. Quel était donc le secret du couple? Même leurs amis proches semblent désarmés. Et il s'était jamais confié auprès de vous de problèmes qu'il aurait eu avec Justine au sein de son couple? Non. Est-ce que ça aurait été le genre de personne à le faire? Je pense que oui. Selon un autre proche, le comportement de Justine aurait changé à la naissance de sa fille, avec laquelle elle aurait développé une relation fusionnelle, au point que Patrice aurait envisagé une séparation. Invérifiable à ce stade. Incarcérée à la maison d'arrêt de Sequedin, Justine Jotam reste présumée innocente.